Ah, voilà, il est 7 heures. Je vais commencer tout lentement. Déjà, au nom du Musée national d'histoire naturelle, je vous exprime nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021 qui, je pense, vous l'avez déjà certainement entendu un bon nombre de fois, une année bien plus normale et on espère tous, je pense, avec un peu moins de virus dans les airs que l'année passée. Bon, je pense que tout le monde y travaille. Euh, voilà, c'est la première conférence qu'on propose cette année-ci, une conférence toujours donc en digital. Bon, je pense que c'est toujours un bon moyen quand même de présenter ce qu'on fait toujours au musée, un bon moyen de contourner les confinements qui ont toujours lieu dans pas mal de pays. Euh, on a au Luxembourg un peu la chance d'avoir eu un confinement plus court, avec la grande chance aussi que la culture a réouvert ses portes au public ce lundi, avec une ouverture également de notre exposition From Dark to Light, que notre conférencier de ce soir, Simon Philippot, a curaté, donc qui a ouvert ce matin à 10 heures de nouveau ses portes au public. Voilà, une belle exposition, une très belle exposition sur les minéraux et les pierres précieuses. Simon avait déjà présenté, ou avait déjà fait une présentation plus générale sur les pierres précieuses au début de l'exposition, une conférence qui a été suivie par une super conférence de notre collaborateur et prêteur également pour l'exposition, Peter Lickberg, qui a parlé des pierres précieuses et des gemmes en Russie. Donc aujourd'hui, c'est Simon Philippot, qui est également le conservateur de la minéralogie ici au Musée d'histoire naturelle, qui va nous présenter les pierres précieuses, les gemmes du Brésil. Et quand on dit Brésil, évidemment, il y a une foule de pierres précieuses et probablement de super endroits qu'il va pouvoir nous présenter, d'autant plus que Simon, il a eu la chance euh, d'avoir séjourné déjà plusieurs fois au Brésil, comme sa passion, en fait, pour vivre sa passion là-bas en tant que minéralogiste, où il a pu faire des connaissances superbes qui ont finalement conduit également les dernières années à faire pas mal de visites de terrain, faire la connaissance d'un éminent minéralogiste en la personne de Jacques Casdan, avec lequel donc il a publié, ou en fait on a eu la sortie en 2015 d'un recueil sur les minéraux et les gemmes donc au Brésil. C'est en fait une publication en 2 tomes. Probablement Simon il va encore parler au cours de sa Oui, oui. conférence. En tout cas, on est impatient de voir en fait ce qu'il a vécu au Brésil, ce qu'il a peut-être pu ramener également au Luxembourg. Et finalement, c'est qu'en fait, la richesse des minéraux au Brésil signifie pour la minéralogie tout court. Voilà, donc je vous souhaite à tous une agréable, une bonne conférence et je donne la parole à Simon. Merci beaucoup, Patrick. Je vais passer tout de suite à mon PDF et vous envoyer ça. Et on va commencer simplement avec une assez jolie vue sur les paysages du Minas Gerais. Donc là, on se trouve sur une mine qui s'appelle la mine de Boca Rica. Alors, pour la plupart des personnes, vous allez voir, j'ai mis les commentaires en Simon, anglais. c'est toujours pas partagé. Ups, Je toujours... profite de l'occasion quand même encore pour, du moment où il y a des questions, n'hésitez pas à la poser dans le chat. On va les collectionner et les poser à la fin de la conférence à Simon. Sinon, la conférence va également être enregistrée
On va la mettre sur notre chaîne YouTube où elle va être accessible à partir de demain. Sinon, elle est également retransmise en direct sur la page Facebook du musée. Donc voilà, je vois que ça marche. Donc, bonne conférence à vous tous. Voilà, bonjour, merci à tous. Just a few words in English. For the people who don't speak French, I've put a lot of text in English, so they could also follow, see the picture, and read the text when they didn't understand French. Pour les autres, ne vous tracassez pas, la plupart des personnes sont inscrites en français. Donc, on continue en français avec ici une vue sur un superbe paysage de la région du Minas Gerais depuis la mine de Boca Rica. Le titre, c'est les gemmes brésiliennes et un voyage sur le terrain. Donc, je vais essayer de vous partager en fait toute une série de mines que j'ai eu l'occasion de visiter avec plusieurs personnes, avec bien sûr mon guide qui a été sur place à plusieurs reprises, qui est Jacques Casdan, malheureusement décédé, et puis mon collaborateur depuis des années, avec lequel je travaille de manière régulière d'un point de vue scientifique, Frédéric Attert de l'Université de Liège, que vous voyez ici de part et d'autre de moi-même. Donc, simplement, un exposé qui va se faire aujourd'hui dans le cadre de notre exposition From Dark to Light. Pour commencer avec ce très joli quartz, cette très jolie macle de quartz de la zone de Bahia, juste pour vous poser une question, pourquoi les scientifiques du Musée d'Histoire naturelle de Luxembourg s'intéressent au Brésil? Mais il faut essayer de trouver nos réponses dans la partie historique. Pourquoi des chercheurs, des explorateurs ont ramené des échantillons depuis le 19e siècle au Luxembourg. Et je ne vais pas faire ici une partie sur l'historique des collections du musée, mais simplement vous prendre l'exemple ici de Lambert Picard, qui était médecin au départ, naturaliste, voyageur, et qui, lors de ses nombreux voyages au Brésil, a ramené un échantillon de la ruée vers l'or de Caçapava dans le Rio Grande do Sul. Vous avez ici un fragment de notre catalogue d'entrée en 1872, avec en août 1872 noté effectivement la donation de cet or de cette région du Rio Grande do Sul, avec un fragment de photo détaillée de cet or de Caçapava. Les collections de minéralogie ne sont pas les seules à avoir effectivement des connexions avec le Brésil. On a une collection de colibris du Brésil qui est assez exceptionnelle, qui a été publiée par un de mes regrettés collègues, Jean-Michel Guinet, et toute une série d'autres donateurs comme Louya, Becker, Isambert, Reichel, toute une série de noms qui sont repris dans les données historiques du musée et toute une série de personnes qui ont collaboré avec le musée. Comme dernier exemple, je vais vous montrer juste ce coffret qui est assez joli et assez bien préservé avec du nacre et toute une série d'échantillons qui, bien sûr, au début n'étaient pas dans des boîtes, mais qu'on a mis dans des boîtes pour les préserver, d'un certain Isambert, pour lequel on a très peu d'informations, qui devait vivre à Rio de Janeiro. Et vous voyez dans les échantillons qui sont présentés dans la boîte toute une série de topazes impériales, des topazes impériales de Ouro Preto, avec différents échantillons, des topazes impériales mauves également, des ors d'Ouro Preto, des œclases d'Ouro Preto. Donc vraiment un coffret assez riche de cette zone de Ouro Preto. Toute une série de voyages avec différents collaborateurs, une série de photos ici de nos différents voyages. Et tout ça pour, en fait, avoir des expériences de terrain, des analyses de terrain
voir le terrain, prendre les échantillons et ensuite les analyser au retour. Plusieurs voyages. Et effectivement, comme l'a dit Patrick, j'ai eu la chance d'aller en 2005, 2006, 2008 et 2010 pour des voyages uniquement de terrain. Ensuite, je suis retourné sur place pour finaliser les travaux avec Jacques dans le cadre de la publication du livre que Patrick vous a présenté tout à l'heure. Commençons notre voyage, et je vais vraiment vous le faire un peu comme un voyage, avec un parcours qu'on va pouvoir faire, qui part de Rio, qui monte jusqu'à pratiquement Belo Horizonte, qui va nous amener vers Governador Valadares, et ensuite une route qui revient vers le long du Rio Jequitinhonha pour revenir à Belo Horizonte. Alors, la route principale qui nous amène vers la région de Minas, c'est ce qu'on appelle la Rio Bahia. C'est une énorme, on va dire, c'est l'axe principal nord-sud. Alors, vous voyez cet axe principal nord-sud, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça. On a l'habitude de nos autoroutes. Il faut vous dire que comme les chemins de fer ont été coupés, tout le transport passe par cette route. Vous voyez un peu l'état de la route, partiellement goudronnée, partiellement remplie de trous, avec énormément de camions. Très difficile de doubler sur ces genres de routes. Et puis, par moments, comme le recouvrement en macadam est assez faible, des glissements de terrain. Juste pour vous dire que le parcours que je vais vous montrer fait à peu près 3600 km. Et donc, ça, c'est la partie des bonnes routes qui nous amène d'abord vers la zone près de Governador Valadares et de Teófilo Otoni, qui sont des centres plus ou moins importants, mais qui sont surtout connus pour les personnes qui veulent acheter des pierres précieuses. C'est vraiment deux villes où on va trouver les marchés de pierres précieuses brutes et taillées. Et on va commencer par la zone de Galileia. Dans la zone de Galileia, toute une série de mines qui sont pointées ici. Les points rouges, c'est toute une série de mines pour lesquelles on va donner quelques mots. En commençant par la mine de Boca Rica. Boca Rica, c'est la mine pour laquelle vous avez eu la première photo. Alors, j'aime toujours bien faire des photos des habitants qu'on peut trouver sur place ou de la faune et de la flore qu'on peut voir sur place. J'en profite pour cette mine de Boca Rica, simplement pour planter un peu le décor, où vous avez dans cette région de Minas Gerais toute une série d'alternances de gros massifs de granit que vous voyez dans le fond, et puis toute une série de micaschistes qui se trouvent entre les deux et qui donnent les zones de dépression. Et c'est comme ça que je peux parler d'en fait un paysage qui est fait vraiment d'une alternance de granit et de micaschistes. Lorsqu'on approche des pegmatites, ça se voit assez rapidement parce que les routes sont assez remplies de muscovite, donc ce mica blanc, qui brille de mille feux au soleil. Et comme les mineurs doivent en fait éliminer les déblais, ça sert de remblaiement pour l'accès aux routes qui nous permettent d'accéder aux pegmatites. Ici, vous voyez assez bien une photo qui est prise depuis la mine de Boca Rica, où vous avez ce fameux massif de granit qu'on voit dans le fond, et la zone où on se trouve là sur la pegmatite. Et vous voyez cette zone blanche de pegmatite qui est en contraste énorme avec le reste de la végétation. Souvent, vous voyez les pegmatites de très loin parce que lorsque vous exploitez une pegmatite, vous avez cette zone blanche qui apparaît et qui nous permet de voir effectivement ce contraste entre le blanc et le reste qui est assez foncé. Les minéraux principaux de nos pegmatites, on en a déjà parlé, mais je pense que ça vaut la peine. Donc, on est dans une roche de type granit, mais avec des minéraux principaux qui ont des tailles énormes. Vous voyez ici ce cristal de quartz avec simplement comme élément soit le pneu de tracteur qui se trouve en dessous,
soit de camions plutôt qui se trouvent en dessous, soit le cache de mon appareil photo de l'époque vous donne les dimensions de la taille de ce cristal de quartz qu'on a pu photographier sur place. Des énormes cristaux de feldspath entourés de cristaux de mica tout autour. Et puis des cristaux de feldspath également avec toute une série de tourmalines noires qu'on appelle le schorl. Et donc là, avec le quartz, feldspath, mica et le schorl, ben, on a nos éléments principaux de nos cristaux, de nos pegmatites. Et bien sûr, ben, ce qu'on cherche, c'est ceux qui se trouvent à proximité. Alors ça, c'est une photo que je voulais vous montrer. Ça fait un peu surnaturel comme présentation quand on arrive à Galiléa, surtout quand on descend après et qu'on voit le village qui est un tout petit village, mais avec une enseigne comme ça, un peu à l'américaine, qui sont des contrastes du Brésil assez importants. J'en profite, comme je vous disais, pour vous montrer de temps en temps des photos. Là, c'est un arbre qu'on appelle l'ipé. Et quand il est en fleurs, il est assez magnifique. Il est tout jaune. On ne voit que lui dans le paysage. Et cette végétation qui malheureusement devient de plus en plus rare, ben, ça vaut la peine de la photographier de temps en temps quand on voyage sur le terrain. On va faire un passage par la mine de Jocon, qui est également appelée Cigana. Donc, beaucoup de mines au Brésil portent parfois plusieurs noms en fonction des différents propriétaires. Et cette mine, elle est assez profonde, elle est exploitée de manière assez régulière. Et c'est une mine dans laquelle on a trouvé d'énormes cristaux de spodumène. Vous voyez ici ces cristaux de spodumène qui font un peu plus d'1 mètre de large, qui sont bien sûr la source de lithium à la base. Donc, premier minéral exploité pour le lithium, c'est ce spodumène. À côté de ça, on a trouvé, en cherchant sur le terrain, des cristaux de tantalite qui étaient inclus dans le feldspath, donc toute une série d'échantillons qu'on a pu ramener, analyser ensuite pour les collections du musée et les études faites par l'Université de Liège dans le cadre d'une thèse de doctorat. Ben voilà, justement, les phosphates, et vous voyez à côté, je suis occupé à travailler à la masse sur un énorme bloc de phosphate. Et on a eu la thèse de doctorat de Maxime Béjot qui a donné de magnifiques résultats pour lesquels on est allé effectivement 2 fois sur le terrain, 2 fois avec Maxime, 1 fois Frédéric nous a accompagnés. Et donc, c'est une partie des résultats publiés par Maxime sur les résultats de sa thèse de doctorat. Donc, ces missions ont en fait effectivement à chaque fois des buts qui sont en première partie la publication de résultats. Alors, une mine assez mythique qu'on a eu l'occasion de visiter, c'est la mine de Jonas, juste à côté de la zone de Itatiaia, le massif d'Itatiaia. Et dans cette mine, on peut voir des structures et des textures assez intéressantes, des énormes cristaux de spodumène entourés complètement de cristaux de mica, des cristaux de quartz et des cristaux de feldspath. Mais alors, en se promenant dans cette mine de Jonas, directement, on a pu récolter des petits cristaux d'Egmarine qui étaient pratiquement comme des gauchénites, des Egmarines très plates. Et puis, je vous présente en même temps des cristaux plus classiques. Quand on connaît Jonas, on parle des rubellites de Jonas qui ont une qualité assez exceptionnelle. Et puis, je vais faire juste un clin d'œil sur cet échantillon qui est exposé dans notre exposition From Dark to Light, et avec ici le côté pile et le côté face de cet échantillon. C'est pour ça qu'il est exposé de manière tournante dans notre exposition. Donc là, je fais des liens entre échantillons exposés et échantillons trouvés sur le terrain.
Une autre mine qui est exceptionnelle, et toujours dans la zone de Galiléa, c'est la mine de l'Orocoum. Alors, la mine de l'Orocoum, elle porte également plusieurs noms, mais on va garder ce nom-là, c'est le nom principal qui y est donné. Donc ça, c'est la photo que je vous ai déjà présentée avec Jacques Casdan à ma gauche et Frédéric Attert à ma droite. Parfois difficile d'arriver sur place, mais quand on a envie, on y va, même si on a de la boue et qu'on n'a pas de véhicule adapté pour arriver sur le terrain. Cette mine de l'Orocoum, où directement, quand on arrive sur place, on voit des objets abandonnés à l'extérieur, avec ici un énorme cristal de quartz, ou ici un énorme cristal de feldspath, qui permet de présumer que la mine a produit des choses tout à fait valables. Et effectivement, la mine de l'Orocoum a une chambre d'exploitation qui est assez énorme. Et c'était la plus grande chambre d'exploitation que j'avais vue jusque-là. Mais c'est vrai que depuis lors, Peter m'a emmené en Ukraine et à Volodarsk. Et là, j'ai vu des chambres d'exploitation d'une autre dimension encore. Mais cette énorme chambre pour le Brésil nous a permis de sortir des cristaux de quartz, vous voyez, d'une taille exceptionnelle. Et puis, cette chambre de l'Orocoum est surtout connue pour ses cristaux de spodumène de qualité gemme qu'on appelle la kunzite. Et là, c'est quelques échantillons qui m'ont été présentés sur la table par le directeur de la mine directement. C'est vrai que grâce à Jacques Casdan, j'avais comme ça accès à des personnes qui me permettaient de me présenter toute une série de choses. Et voilà l'échantillon qui a été ramené de cette mission et exposé maintenant au musée, ce cristal de kunzite de 32 cm de long, parfaitement en gemme sur toute sa longueur. Mais il n'y a pas que la kunzite, effectivement, pour cette énorme chambre. Il y a effectivement des morganites, donc la variété de béryl rose, ici avec toute une série de petits cristaux de tourmaline tout autour, et ici un magnifique cristal qui est exposé dans notre exposition, qui fait partie des collections du musée, un cristal complet, complètement terminé, avec une première partie de cristal à la base et la deuxième partie complète du cristal sur la partie supérieure. Alors, la mine de l'Orocoum, on a encore toute une série d'autres minéraux, et je parlerai notamment de la stokésite. Je n'ai pas de photo, mais pour les amateurs de gemmes et d'autres minéraux rares, effectivement, l'Orocoum est une mine exceptionnelle. Juste pour vous donner la taille du cristal de morganite qui vient de vous être présenté. On continue, et là, on est juste en bordure. On se dirige vers la mine qu'on appelle Fleur de Mai, qui se trouve juste à côté de la mine du Sapo. La mine du Sapo qui est connue pour ses apatites de qualité gemme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est dans l'arrière-plan, le paysage de Bahia avec les fameux pains de sucre, ce qu'on appelle les pains de sucre, donc les fameux massifs de granit qui sont assez détachés dans le paysage, dans la zone de Bahia. Alors là, on a affaire à une mine qui est tout à fait différente des mines de ce qu'on a vu précédemment. Et la mine est directement ouverte dans la zone d'altération supérieure. Et ensuite, on descend dans la pegmatite elle-même. Et je voulais donc vous présenter cette mine de Fleur de Mai parce que là, il y a aussi toute une série d'échantillons que j'ai pu photographier sur place. Malheureusement pas ramené parce que le poids était beaucoup trop élevé. Mais là, deux magnifiques cristaux de feldspath interpénétrés avec un énorme cristal de quartz. Le BIC vous donne la taille de cet échantillon.
Et puis, un deuxième cristal qui est un énorme cristal de quartz qu'on appelle jacaré. Alors, jacaré en brésilien signifie le crocodile. Et effectivement, on donne le nom de jacaré à ces quartz parce que l'assemblage des cristaux les uns à côté des autres donne un peu l'aspect de la peau de ce crocodile. Ici, un superbe paysage, effectivement, où depuis la base de la pegmatite, qu'on voit qui est à nouveau cette zone blanche, on a un très beau paysage, comme on en voit souvent dans la zone de Minas Gerais. Même si on a des nuages, le ciel est souvent et pratiquement toujours bleu. C'est la mine de Sapucaia. Dans cette mine de Sapucaia, par ma foi, on a la chance, quand on va sur le terrain, d'avoir accès au site. Parfois, on n'a pas la chance. Et en 2005, vous voyez, on a pu juste observer la pegmatite d'un côté et l'encaissant de micaschiste. Et puis, on est retourné en 2008. Et là, la mine avait été reprise en exploitation. Et on avait effectivement l'entièreté qui était vidée et l'entièreté de la mine qui était accessible. Ce qui nous a permis effectivement de pouvoir observer des énormes cristaux de spodumène de pratiquement 2 mètres de hauteur. Là, vous avez le marteau qui se trouve sur le côté qui vous donne l'échelle. Et puis des petits cristaux de béryl directement en place. La mine s'appelle également Proberillo. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a été exploitée effectivement énormément pour les béryls, pour le beryllium, juste pendant la guerre et après la guerre. Alors, tout ceci nous ont permis en fait de donner effectivement des résultats et d'avoir effectivement dans le cadre à nouveau de la thèse de Maxime Béjot, des résultats sur cette mine de Sapucaia, des résultats sur effectivement à nouveau les associations des phosphates avec les silicates, mais comme on avait l'occasion de pouvoir accéder à l'entièreté de la mine, de pouvoir refaire une carte complète de la mine, de toute la zonation de la mine et de pouvoir localiser précisément tous les échantillons, notamment et de phosphate et d'autres minéraux qui ont été analysés dans le cadre de cette publication, dans le cadre de cette thèse de doctorat. On va se déplacer maintenant pratiquement à la limite de la zone de Minas Gerais avec la zone de Bahia, dans la zone de Araçuaí, et on va se trouver sur la limite du Rio Jequitinhonha, et on va avoir accès là à plusieurs zones. Alors, ce qui m'a surtout frappé en arrivant, comme c'est un peu un voyage de terrain, je veux aussi vous faire remarquer des zones beaucoup plus arides, avec effectivement énormément de cactus qui font les limites là pour les clôtures. Et puis, surtout qu'on est arrivé dans cette zone après des mois et des mois de sécheresse. Et la première fois où je suis arrivé à Araçuaí, il a commencé à pleuvoir toute la nuit. Et le lendemain matin, on avait un paysage tout blanc. Et la première question qui arrive à un Européen, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus toute la nuit. Et la première question, ce qu'on se demande quand on voit ce paysage tout blanc, on se demande si on a de la neige. Et quand on va plus près, on voit qu'effectivement non, c'est toute une série de petites taches. Et quand on va de tout près, on voit qu'en fait, en une nuit, on a cette fleur qu'on appelle la Rain Lily, donc qui fait partie de la famille des amaryllis, qui a poussé. Et en une seule nuit, elle a recouvert tout le paysage. Et on a cette zone qui est toute blanche, comme si vraiment il avait neigé. Alors, vous voyez que parfois, pour accéder à certains sites, c'est un peu délicat. Comme je vous ai dit, on n'a pas de 4x4, on a juste que des voitures de location. Mais si on veut accéder aux mines, on n'a pas le choix. On y croit et
On y va. Tout ça pour arriver à la mine de l'Oroubou. Et ça, c'est une mine que j'aime beaucoup. En tout cas, cette photo de mine que j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment là l'intrusion de la pegmatite dans la zone de micaschiste et en zone supérieure, toute la zone d'altération latéritique qui est typique de ces régions équatoriales ou subtropicales. Dans cette mine de l'Oroubou, et là, ce qui est marrant, le nom Ouroubou, en fait, c'est le nom d'un oiseau noir. Et il y a une symbolique, les mineurs s'amusent avec leur lampe à carbure à dessiner sur les murs. Et vous voyez cet Ouroubou qui est là, stylisé par nos mineurs qu'on appelle les garimperos dans ces mines du Brésil. Vous avez toute une série de tourmalines qu'on appelle les tourmalines watermelon qui ont été là laissées sur place, mais ça présage que cette mine effectivement présente de très belles choses. Et si on regarde effectivement, ben voilà à nouveau une pièce qui est présentée dans notre exposition, une tourmaline watermelon également. Là, vous avez essentiellement la partie verte, mais si vous regardez à la base, vous voyez la partie rouge rosée. Vous avez des rubellites, effectivement, qui sont également bien visibles dans cette mine. Et puis, ben, vous avez des tourmalines de type verdélite parfaitement gemme. Et ça, c'est un petit cristal qui me plaît beaucoup parce que c'est un cristal que j'ai eu l'occasion de trouver moi-même sur place, de pouvoir racheter et de ramener. Et ensuite, la même année, on a eu l'occasion de trouver ces superbes microlithes gemmes de pratiquement 1 cm. Et on a eu l'occasion de pouvoir ramener plusieurs échantillons de ces microlithes qui, si après analyse, se sont avérés être des bismuthomicrolithes, d'où cette couleur orangée magnifique pour ces pièces de la mine de l'Ouroubou. À proximité, toujours dans la zone, on a une mine qui est mythique. C'est la mine de Virgem da Lapa, souvent les gens l'appellent ainsi, et on la voit dans le fond, elle est partiellement abandonnée, elle a été reprise et exploitée. Et en fait, Virgem da Lapa, c'est 2 mines juste côte à côte, la mine de Limoeiro et de Chanda, et des échantillons qui sont présentés ici à côté. Vous avez cette superbe aigue marine, ou plutôt béryl vert sur feldspath de cette mine qui est présentée dans notre exposition. Et puis ici, des topazes bleus. Cette mine est connue pour ses topazes bleus, avec une des topazes bleues sur quartz qui est présentée ici. Et puis la superbe topaze bleue de Jakazan qui est présentée maintenant dans notre exposition, qui est de taille impressionnante et surtout d'une qualité impressionnante, avec des dégradés de bleu à l'intérieur, qui valent la peine de regarder cette pièce qui est pratiquement un aquarium à lui tout seul. Si on continue notre parcours et si on termine notre boucle, on arrive dans la zone de Diamantina et là, vous allez voir que le paysage change tout à fait. On n'est plus du tout dans le même style de paysage. On a des quartzites et des conglomérats, mais surtout une ville de Diamantina qui est superbe, qui est restée pratiquement comme, je pourrais le dire, comme à l'époque de la colonisation portugaise, avec vraiment des paysages et une ville qui a gardé son cachet typique. À proximité, donc, si on va voir ces conglomérats, en fait, ces conglomérats ont été largement exploités et le nom de Diamantina ne vient pas de nulle part, il vient en fait effectivement des diamants. Et on a un échantillon qui est exposé dans notre exposition de ce conglomérat dans lequel vous voyez au milieu un petit diamant triangulaire de qualité assez exceptionnelle qui se trouve directement dans sa matrice. Alors parfois sur place, on essaye de vous vendre des échantillons de diamants comme ça recollés dans la matrice.
ou ce qu'on appelle sur place des quasi-quasi, c'est un nom local, pour des petits fragments de quartz qui sont assez brillants et qui ressemblent à du diamant dans cette matrice de conglomérat. Si on continue, on a cette fameuse ville de Ouro Preto, qui est elle aussi magnifique, qui a une école des mines qui est très jolie avec des magnifiques collections et pour laquelle une partie des collections a été redisposée un peu sur base de l'exposition de Jussieu à Paris. C'est une ville qui est également réputée pour ses églises et il y en a plusieurs qui sont magnifiques. Mais nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est les gisements. Et vous voyez effectivement les gisements ici de la zone de Ouro Preto qui sont connus, comme on l'a déjà vu, surtout pour les topazes impériales. Et ici, cette topaze impériale assez spectaculaire de notre exposition, qui est une des seules topazes impériales biterminées de cette taille et de cette qualité-là, qui est exposée dans notre exposition From Dark to Light. Les missions, effectivement, sur place, c'est des travaux de terrain, mais c'est surtout des résultats par après. Et ce qu'on veut, c'est montrer les bénéfices scientifiques de ces missions de terrain. Les premiers bénéfices scientifiques, on en a déjà parlé, c'est les articles liés à la thèse de Maxime Béjot, notamment. Il y a des livres, il y a des nouvelles espèces et il y a aussi toute une série d'autres choses. Donc, je reprends ici juste les articles, notamment les articles de la mine de Sapucaia avec un bel échantillon d'hétérosite, donc un des phosphates étudiés par Maxime. Ensuite, la mine de Jocon avec là un superbe phosphate également connu par les collectionneurs, c'est l'uréolite parfois avec la rhodingite, qui sont des échantillons recherchés, eux, plutôt pour les collectionneurs. Et puis, on a des choses qui sont extrêmement importantes, c'est la découverte des nouvelles espèces. Donc, quand on parle de nouvelles espèces, c'est des espèces qui n'avaient jamais été découvertes auparavant. On va retourner dans la zone de Galileia, tout près de la zone où on a découvert la plupart des brasilianites, les premières découvertes de brasilianites, dont cette nouvelle espèce qui apporte le nom du Brésil directement, et on va aller dans la mine de Sebastião Cristino. Cette mine, on la voit ici, partiellement noyée. On a fouillé les déblais et Maxime, pendant sa thèse, en faisant des sections polies dans ces différents échantillons de phosphate, est tombé sur cette section polie avec du quartz, avec des feldspaths, avec au milieu de la frondélite, un des phosphates qu'il étudiait, et puis une couronne de réaction qui se trouve tout autour. Et cette couronne de réaction s'est avérée être une toute nouvelle espèce pour la science qu'on appelle la Kingate effet 2+, parce qu'il y avait d'eau, la Kingate existait déjà, et donc on devait garder ce nom pour la série. Donc, minéral décrit est validé en 2009 par la fameuse commission de l'IMA, l'Association minéralogique internationale. Mais on ne s'est pas arrêté là et dans la deuxième zone qu'on a visitée, la zone de Araçuaí, tout près de notre mine de l'Urubu qu'on a visité tantôt, hop, on est à proximité et là on est sur la Lavra de Ponte do Piauí, dont voici l'accès, qui est une galerie assez petite. Et là, on a eu l'occasion de trouver des rhombododecaèdres sur des cristaux, des petites fibres de moraésite. Et là, à nouveau, c'était une nouvelle espèce et c'était un des tout premiers bérylophosphates de baryum
décrit au monde. Là, ça, c'est une découverte faite et publiée, faite en 2015 et validée en 2015 par l'IMA. Donc, les nouvelles espèces, c'est réellement une chose extrêmement importante. Et pour les collections du musée, ça permet effectivement d'avoir des holotypes, ce qu'on appelle les holotypes. Donc, c'est des échantillons qui permettent de décrire la nouvelle espèce et qui sont conservés comme étant l'échantillon de référence pour cette nouvelle espèce. Le livre dont Patrick vous a parlé tantôt, livre publié avec Jacques Kazdan, qui fait 671 pages avec énormément de plans, de cartes de terrain, de photos de terrain, de plans de mines et toute une série d'illustrations dont beaucoup ont été photographiées par Jeff Scoville. Et toutes les pièces illustrées dans ce livre font partie soit de la collection de Jacques Kazdan, soit de la collection du musée. Et je vous ai parlé de publications, je vous ai parlé d'un livre, je vous ai parlé de nouvelles espèces. Et puis, on a la cerise sur le gâteau. Ceci, c'est une vue un peu de l'appartement de Jacques Kazdan, où vous avez une partie de ses vitrines, une partie de ses tiroirs, et vous avez toute une série d'échantillons. Ici, si on prend un tiroir, et maintenant, toute cette collection se trouve au musée d'histoire naturelle de Luxembourg. Donc, c'est avec joie que je vous annonce ici, et ce sera le sujet de notre prochaine conférence le 9 février, effectivement la donation de cette collection de plus de 9500 échantillons de la collection de Jacques Kazdan, qui se trouve maintenant au Luxembourg, avec un merci spécial à la firme Cargolux, firme de transport au Luxembourg, qui nous a permis de rapatrier et nous a sponsorisé ce rapatriement de la collection vers le Grand-Duché de Luxembourg. Alors, pour terminer, je vais terminer avec effectivement ma mine de l'eau Roubou, que j'aime beaucoup pour la photo, et un merci spécial tout d'abord à vous pour avoir écouté et participé à cette exposition, cette, je vais dire, conférence et le rappel pour notre exposition. Un merci spécial à tous les garimperos, sans lesquels, en fait, on n'aurait pas accès à toutes ces fleurs de mine, ce qu'on appelle les fleurs de mine, un terme que j'aime beaucoup, tous ces minéraux qu'on trouve magnifiques, tous ces gemmes à l'intérieur de nos mines. Et puis, un merci spécial également à tous mes collègues chercheurs et à tous mes collaborateurs scientifiques, sans lesquels je n'aurais pas pu avoir accès à toutes ces richesses et vous présenter cette exposition aujourd'hui. Voilà donc Patrick, j'ai terminé avec ma présentation et on peut passer aux questions si tu le veux bien. Un grand merci Simon pour ce super tour à travers donc une partie du Brésil. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. On va les passer directement à Simon. Il y a déjà Madame Sarita qui dit quand même bonjour, monsieur mon chef. Hein, je suis ravi, très beau travail. Bon, je pense là, tout le monde est parfaitement d'accord. Mais parmi toute cette panoplie de minéraux, il y a des grands, il y a des très brillants, il y a des de toutes les couleurs. Est-ce qu'il y a vraiment une pièce qui te tient vraiment au cœur, où tu te dis, voilà, mais ça valait vraiment la peine de faire un détour à la rigueur, de passer à travers des pans, je ne sais pas, défectueux, où ça valait vraiment, voilà, où tu dis... Personnellement, oui.
j'ai un faible pour les minéraux de niobium tantal depuis ma thèse de doctorat et effectivement, trouver des microlithes de cette qualité-là, j'aime les tout petits cristaux d'1 centimètre orange flamboyant et qui après analyse s'avère être de la bismuthomicrolite et être pratiquement les meilleurs échantillons de bismuthomicrolite au monde, oui, là, ça vaut vraiment la peine, même si c'est du petit, mais du brillant. En fait, on a reçu maintenant toute une collection. Je pense que tu vas encore parler certainement lors de ton prochain exposé le 9 février. Oui. Donc, si je me trompe, j'avais vu le chiffre impressionnant de 9500 pièces qui sont venues au Luxembourg. Peut-être déjà pour faire un peu appétit pour la conférence. L'intérêt scientifique derrière une collection pareille, quand même, c'est bon. Jacques Cazanne, c'était un éminent minéralogiste. Ben, c'est une collection privée. Mais qu'est-ce qu'une collection privée peut ramener de nouveau à une collection de musée, qui était déjà importante aussi? Jacques Cazanne était un éminent minéralogiste qui a pendant plus de 40 ans sillonné le Brésil. Comme l'université dans laquelle il travaillait, l'université de Rio de Janeiro, n'a pas voulu effectivement conserver sa collection, il l'a reprise entièrement chez lui, sa collection de travail. Et l'avantage, c'est que Jacques est passé chaque année sur certains sites et avait accès à des sites de manière assez privilégiée parce qu'il avait un contact humain avec les garimperos. Il les respectait et il ne les prenait pas de haut. C'était une personne qui a donc plus récolté des informations, plus des échantillons. Et donc, tous les échantillons de la collection de Jacques Cazanne sont avec des références tant en date qu'en lieu et même en emplacement dans la mine. On a des cartes et on sait où se trouvent les échantillons. Donc, grâce à cette collection, c'est comme si on allait aujourd'hui sur le terrain nous-mêmes. Il y a une question assez intéressante ici de Daniel Moyano. Pourrait-on avoir la datation de ces fameuses pegmatites sur l'échelle géologique et comparativement aux pegmatites du Pakistan? Alors, par rapport à nos pegmatites brésiliennes, elles sont beaucoup plus vieilles que nos pegmatites du Pakistan. Les pegmatites du Pakistan sont entre 1 et 24 millions d'années, donc relativement jeunes, tandis que nos pegmatites brésiliennes, elles sont dans l'époque précambrienne. Donc, on est vraiment là à des extrêmes pratiquement entre l'un et l'autre dans les âges des pegmatites qu'on puisse avoir sur Terre. Voilà, il y a une question de la collègue donc, du musée de minéralogie de Strasbourg, une petite question pratique. Donc, quant à la donation de plusieurs milliers de spécimens, conservez-vous l'intégralité de la collection avec son propre système de classement, boîte, etc., ou la remaniez-vous? Alors, la collection de Jacques était classée de manière systématique. Nous, on a pris l'habitude, effectivement, de garder, d'avoir des pôles d'études dans notre classement. Et donc, effectivement, toute la collection de minéraux du Brésil, parce que la collection de Jacques Cazanne, ce n'est pas uniquement des minéraux du Brésil. Il y a à peu près 20% de minéraux brésiliens, 20-25% de minéraux brésiliens. On va donc sortir tous les minéraux du Brésil pour les reclasser par localité. Tout d'abord par zone et puis par localité, de manière justement à pouvoir réétudier certaines mines et certaines zones et de pouvoir donc faire un travail scientifique derrière le travail de systématique. Donc là, oui, effectivement, la collection va être, on va garder les boîtes d'origine, on va garder les numéros d'origine parce que le travail de base a été très bien fait. Mais par contre, la manière dont il est classé, lui, va être modifié pour être adapté au classement du musée.
Mhm. Pour revenir là à l'exploitation, donc au Brésil, question de Philippe Virlet. L'exploitation artisanale est-elle contrôlée par l'État ou est-ce que c'est des privés, donc l'État brésilien, je précise? Alors, l'État brésilien essaye effectivement d'avoir un point sur la plupart des mines, en tout cas un contrôle sur la plupart des mines, mais la plupart des exploitations sont des exploitations privées. Donc, c'est effectivement des entrepreneurs qui demandent des concessions et qui exploitent les mines. Ça, c'est pour le cas généraux actuellement. Alors, on a eu par période, je ne vais pas parler là de ruée vers l'or, mais de ruée vers les gemmes, notamment dans la partie de Teofilo Otoni, où on a eu par moment des découvertes de pierres précieuses dans les alluvions de rivières. Et là, effectivement, on a eu des rushs de personnes qui sont arrivées par milliers sur place pour essayer de trouver des pierres précieuses, un peu comme la plupart des ruées vers l'or qu'on a connues à travers l'histoire. Et là, je ne parle pas du 19e siècle ni du 18e, mais au 20e siècle, on a eu encore des ruées vers les pierres précieuses de cette manière-là. Encore une question encore une fois, Daniel Moyano. Les pegmatites du Brésil sont-elles liées à la tectonique des plaques? Oui, effectivement, elles sont liées à la tectonique des plaques et elles sont liées à l'ouverture du Gondwana. Et donc, comme c'est effectivement de la tectonique extrêmement ancienne, elles sont effectivement liées à cette tectonique des plaques. La cession de la Pongée et l'ouverture du Gondwana, c'est ce qu'on appelle une partie des gemmes du Gondwana et on peut même les relier, et on le fait dans notre exposition, à une partie des pegmatites africaines et une partie des pegmatites notamment de Madagascar. Comme il y a des personnes qui demandent par rapport à notre exposition, à l'exposition tout court, je précise que les expositions et les musées en général au Luxembourg ont réouvert donc cette semaine le Naturmusée donc ce mardi à 10h. Donc l'exposition From Dark to Light, elle est bien ouverte. Est-ce qu'on traite un peu de ces sujets naissance, je vais dire, des minéraux, en fait, comment ils se forment dans l'exposition? Est-ce que c'est un sujet aussi? Tout à fait. Donc, on essaye vraiment de parler des pierres précieuses dans notre exposition, de montrer ces pierres précieuses d'une qualité gemme telles qu'on peut les trouver, de montrer la qualité taillée, mais surtout de montrer comment elles se forment et où elles se forment. Ici, on a pris le cas des pegmatites, qui est un des petits sujets de notre exposition. Mais dans notre exposition, on va parler des kimberlites, on va parler des roches métamorphiques, et ça, c'est toute une série d'autres domaines dans lesquels nos pierres précieuses peuvent se former. Donc ici, on a vraiment juste un petit clin d'œil sur une partie de l'exposition. Donc, je précise qu'on a bien ouvert l'exposition. En ce moment, c'est un peu dur parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on regrette. On aurait pu faire beaucoup de visites guidées. C'était une exposition qui marche toujours bien, on va bien l'espérer. On a un peu de problème pour des raisons de place, donc d'organiser de grandes visites guidées. On va commencer à travailler sur une vidéo visite de l'exposition, toujours avec Simon, parce que je pense que les visites guidées avec le commissaire, c'est quand même toujours une expérience à part, où on apprend quand même beaucoup plus. Peut-être on va encore faire d'autres choses. On a déjà réfléchi à des podcasts aussi. Il y a sur notre canal YouTube, il y a quelques petites vidéos en fait, qu'on a déjà réalisées avec Simon, des petits coups de cœur. Donc, on a une visite en 3D également à voir sur notre site de l'exposition. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site et au mieux, venez au musée. Toutes les conditions sont remplies pour que la visite de l'exposition sera la plus agréable possible. Je regarde juste une fois encore s'il y a encore d'autres questions. Il paraît que non. Donc, il me reste encore une fois à te remercier pour
t'exposer, ça fait toujours plaisir. Donc, de t'écouter, la passion en fait que tu donnes, que tu rayonnes, ça donne envie je pense, de découvrir les minéraux, les pierres précieuses, les expositions au musée. Donc, vous êtes cordialement invités également pour nos prochaines conférences. Je rappelle la date. Donc, la prochaine, c'est le 9 février, où Oui. Simon va donc parler plus précisément de la collection Jacques Casdan. Mais on aura également encore une conférence avec Peter Lickberg. Ça va se passer au mois de mars, tout comme une avec en fait Avec Victor Tuzlekov. Voilà, qui promet d'être super intéressante aussi. Donc, restez connectés, venez nous visiter. Je pense que une exposition pareille, les vidéos, c'est bien, les explications, c'est bien, mais voir les pièces effectivement en vitrine, surtout avec la manière dont on a, je veux dire, travaillé l'éclairage et travaillé la disposition des pièces une par une, ça vaut vraiment la peine de venir voir l'exposition parce que les photos, c'est une chose, mais le vécu, c'est toujours autre chose. Je confirme. Voilà. Merci encore une fois et à vous tous une bonne soirée et à bientôt. Une très bonne soirée à vous tous. Au revoir. Bye bye.